Méditerranée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Redépart pour Raymond Poulidor et Jean-Michel Lelio qui vous entretenez de cette étape depuis une dizaine de minutes sans savoir que vous ne receviez pas le son. En tout cas, on va essayer de faire le point puisqu'il se passe des choses sur la route du Tour de France et que nous sommes avec la tête maintenant du Tour de France à moins de 15 km de l'arrivée. Il faut préciser que 4 hommes sont en tête et que nous avons vécu une journée absolument fantastique sur la route de l'Alpe d'Huez et le Plenel et Ceslo. Une distance certes assez faible de 134 km, un parcours extrêmement nerveux où aujourd'hui le col de Luitel qui est classé en première catégorie et qui devait théoriquement dès le début de la course provoquer la sélection n'a pas fait son devoir. Le peloton groupé a franchi en tête. Il y avait d'ailleurs un certain décisif ce col du Luitel et il a fallu attendre la deuxième difficulté de la journée, c'est-à-dire Saint-Martin-d'Uriage, un col de deuxième catégorie, pour voir à ce moment-là la décision de celui qui est en train de mener ce groupe de 3 hommes ici sur les pentes vers le Plenel. La décision donc de Bernard Hinault de provoquer une course extrêmement nerveuse. Peut-être a-t-il attendu un petit peu aujourd'hui pour provoquer cette course de façon à ne pas provoquer d'une autre façon l'élimination du plus mauvais grimpeur de son équipe, à savoir Bertin, régulièrement lâché dès que la pente s'élève. Et la course donc a pris corps à peu près à 100 km de l'arrivée. Il faut préciser que Bernaudo et De Wolf, qui sont actuellement dans les 2 premiers de ce trio avec Bernard Hinault et De Wolf, donc Bernaudo en deuxième position, ont fait une poursuite fantastique pour revenir sur Bernaudo et Fernandez. Les premiers ont mis le feu au point. Nous étions à 80 km de l'arrivée. Au col des Mouilles, au 83e kilomètre de course, Fernandez et Bernaudo possédaient 2 minutes 03 d'avance sur Hinault et De Wolf, alors que le peloton Van Impe était à 2 minutes 21. Ensuite, l'écart se creusait au col de Barrios, 10 km d'ascension à quelque chose comme 35 km de l'arrivée. Nous avions les 2 hommes en tête, Fernandez et Bernaudo, alors que Hinault et De Wolf, au prix d'une terrible poursuite, avaient réduit leur écart à 1 minute 30 et qu'à 2 minutes 51 arrivait le peloton. Ensuite, c'était le passage à Alvar. Au cours de ce passage à Alvar, Bernard Hinault et De Wolf revenaient sur Bernaudo et Fernandez. Fernandez qui a été maintenant décrantonné, ne fait plus partie des hommes de tête. Si bien que pour l'instant nous avons un dernier pointage qui nous indique que les 3 hommes de tête posséderaient plus de 2 minutes d'avance sur un premier peloton d'une vingtaine d'unités et qui semble avoir baissé les bras et dans lequel nous avons remarqué tout à l'heure la présence de Van Impe, de Nilsson, de Martin, Zottmel, Chassan, Anderson, Dylan, Winen le vainqueur d'hier, Finelli, Jones et Van de Ven. Voilà donc la suprématie de Bernard Hinault aujourd'hui encore une fois sur la route du Plenel, affichée d'une façon on peut le dire insolente, mais ceux qui vont faire une bonne opération au classement général de son autre que ceux qui actuellement sont en roue, à savoir De Wolf et Bernaudo, puisque au classement général on remarque que ni Van Impe, ni Alban, ni Zottmel, ni Lemig, ni Winen, ni Laurent, ni Grigelion, ni Nilsson, ni Wellen pour aller jusqu'au 11e, donc ils n'ont plus accompagné aujourd'hui Bernaudo dans son attaque et Bernard Hinault dans sa course poursuite. Raymond Poulidor, une bonne journée pour le maillot jaune, une bonne journée aussi pour De Wolf et Bernaudo. Oui, bien sûr que c'est une bonne journée pour Bernard Hinault. Je crois que Bernard Hinault est le plus fort sur la France. Qu'il augmente sur l'avance aujourd'hui, je crois la carte d'importance pour lui. Mais ce qu'il faut noter, c'est que 2 hommes sont en train de réaliser une très bonne opération. C'est Bernaudo qui aujourd'hui a été parmi les attaquants les plus efficaces et De Wolf. De Wolf qui est un très bon rouleur contre la montre. Et je crois que cette fameuse bataille pour la 2e place est à nouveau engagée avec 2 hommes supplémentaires. Et cette arrivée aujourd'hui conviendra particulièrement à De Wolf. Et Bernard Hinault aura peut-être du mal de se débarrasser de Wolf pour la victoire d'étape. Là, vous êtes un petit peu optimiste. Comment on pourrait faire Bernaudo et De Wolf qui ont un retard de 18 minutes et de 19 minutes respectivement, près de 20 minutes pour se hisser à la 2e place du classement. Il faudrait pour ça qu'ils reprennent aujourd'hui une dizaine de minutes. Du moins une partie de cette dizaine de minutes pour ensuite porter leur effort sur le contre-la-montre de demain. Oui, bien sûr, mais De Wolf est à près de 20 minutes de retard au classement général. C'est-à-dire qu'il possède 10 minutes de retard sur la 2e place. Mais il y a le contre-la-montre qui est sur 50 km et De Wolf, dans ce contre-la-montre, peut prendre plusieurs minutes avant Nîmes. Et il reste encore l'étape de demain et De Wolf est un coureur qui marche au moral. Et d'après ce que vous nous dites, on comprend maintenant un peu mieux pourquoi et Bernaudo et De Wolf sont en train de partager les relais avec Hinault, que s'ils sont unis pratiquement dans la même lutte. Bernard Hinault peut-être pour creuser ce quart d'heure dont on a tant parlé ici avec son visage auquel il nous a habitués depuis 48 heures, décidé avec mais décontracté quand même Bernard Hinault, un peu plus serein peut-être que hier sur la de l'Alpe d'Huez. Bernard Hinault qui est en train
train donc lui de creuser cet écart et qui va vraisemblablement atteindre un quart d'heure à l'arrivée à Paris, c'est une certitude maintenant. Cependant que dès que nous le pourrons, nous allons vous montrer avec Bernard Giraud la vue de ce deuxième peloton qui est pointé pour l'instant, mais Bernard Giraud doit avoir des pointages plus précis à plus de 2 minutes du trio de tête. Alors Bernard, à vous, je vous précise une chose, c'est que tout à l'heure on a fait, comme l'on dit, un faux départ, nous n'étions pas à l'antenne et que nous venons de reprendre l'antenne. Oui, merci Jean-Michel. Je pense que là maintenant vous m'entendez bien et je dois dire que le dernier pointage a confirmé que les hommes de tête étaient en train de faire une bonne opération car cet écart est maintenant de 2 minutes 35. Récapitulons, dans le col de Barrios c'était de 2 minutes 53 à peu près. À Alvar, il avait sérieusement diminué à la faveur sans doute de la descente et il était d'1 minute 50 secondes et là maintenant de 2 minutes 35 secondes. Là, Alban qui a été renseigné sur les écarts par son directeur sportif Philippe Crépel ainsi que Job Zotemel puis par Peter Post et Van Imp également renseignés se sont portés en tête du peloton, un peloton qui va diminuer, mais on peut voir qu'il y a encore dans ce peloton Martinez ici en dernière position, il y a également Wellens, il y a Bazo, il y a Didier, il y a Willman, il y a Van Overschel, il y a Criquelion, il y a Demink qui lui est revenu après une chute tout à l'heure et c'est toujours en première position là-bas Alban qui se retourne, un petit peu comme Hinault d'ailleurs hier. Eh bien Alban est à peu près le seul à assumer les responsabilités. Là il précède Zotemel, Van Imp, il y a Willem qui était victime d'une chute mais qui est revenu et puis il y a Van de Velde, donc ils sont à peu près une vingtaine. Je vois également Raymond Martin, le maillot blanc de Willem et puis aussi il y a Anderson. Bernard Giraud Se remettre maintenant de sa défaillance d'hier. Alors vous êtes donc, si j'ai bien compris, de 10 écarts. Vous êtes donc avec le premier groupe ici en poursuite façon de parler. On voit d'après le style des hommes qu'ils ne sont pas nombreux à assurer le travail en tête et que finalement ils ne sont pas nombreux à essayer de revenir sur le trio de tête. Vous voyez qu'il y a des temps d'arrêt ici avec Tinassi qui lève la main. Et je vais demander peut-être à notre moto 2 de se porter en tête de ce premier groupe. Voilà. Et nous allons pouvoir détailler vraiment avec Raymond Poulidor la composition de ce groupe. Alors dès que la moto pourra passer, ici à la tête de ce premier groupe donc, on aura également la possibilité de voir qui n'est pas là. J'ai l'impression que pour l'instant c'est lui qui emmène ici, il s'agit de Daniel Willem là-bas et qu'on a aperçu chez Perth, on a vu Criquelion, on va également le vainqueur d'hier Winen avec le maillot blanc et l'on pourra ainsi voir aussi Zotemel qui semble un petit peu difficile sur sa machine, Van de Velde beaucoup plus facile. Quels sont ceux qui ont intérêt à rouler? Alors pour l'instant c'est Willem en première position, juste derrière Willem qui lui semble assurer effectivement la poursuite. Je ne sais pas s'il le fait avec énormément de conviction, mais en tout cas c'est lui qui prend les plus grands relais. Juste dans la roue de Willem qu'on va laisser partir. Ici on aperçoit... Ah oui, c'est Anderson. On a du mal à reconnaître, il a plus le maillot blanc, Anderson. C'est bien lui, Anderson, donc, l'un des perdants de l'étape d'hier. Derrière Anderson, Raymond Poulidor, il a l'air bien, Anderson, aujourd'hui, il accompagnera ses groupes. Van de Velde, assez facile, Van de Velde, qui est là peut-être pour aider Job Zotemel dans cette fameuse conquête de la deuxième place dont on parle. Alban, dans son style caractéristique, Bamban, qui est un peu plus à la pêche, peut-être on peut le dire, que les jours précédents. Raymond Martin, avec son faciès grimaçant habituel lors des ascensions. Derrière Martin, on aperçut Van Imp. Van Imp côte à côte avec Alban. Juste derrière Van Imp, Job Zotemel, ici, qui n'est pas dans la roue de Van de Velde, une image caractéristique du Tour de l'an dernier, mais pas de cette année. Nilsson, qui monte avec un plus petit braquet que les autres, avec Criquelion, Claudie Criquelion qui est là, avec également Van Overschel qui s'approche, Deming qui n'est pas loin, et Winen, le vainqueur d'hier. Ce n'est pas fini, il y a encore Didier ici, qui vient de changer de développement. Dans la roue de Didier, on voit Tinassi là-bas, tout à fait à l'extérieur, et Shepard ici, juste devant vous. Et y a-t-il des hommes derrière? Shepard et Tinassi. Oui, il y a encore Willman qui est là. Ah, décidément, il y a beaucoup de monde. Verlinden qui est là. L'Espagnol de service qui doit être, je vais regarder un TK, Fernandez, Alberto Fernandez. Il y a Jean Chassan et Pierre Mazot. Voilà, pour ce groupe, vous nous confirmez que c'est à propos tout avec Martinez qui ferme la marche. C'est dire, et vous me le confirmez Bernard, que Laurent n'est pas là et que Paul Wellen semble également absent de ce groupe. C'est bien ça? Je parle des premiers du classement général qui sera absent de ce groupe. Oui, Laurent était là tout à l'heure, mais il a été distancé il y a quelques instants. Il a fait un petit peu l'accordéon par rapport à ce groupe. Wellens, si Paul Wellens avec son dossard Verlinden qui n'est pas là, et aussi
aussi Agostinho, là je répète l'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure hors antenne si je puis dire, c'est que Agostinho a été dévié si on peut dire, il n'a pas pris la bonne piste, la bonne route à une intersection, il s'est retrouvé dans une cour de ferme. Ces mésaventures vraiment n'arrivent qu'à lui, toujours est-il qu'il a perdu beaucoup de temps, il est obligé de faire demi-tour et dans la descente, comme ce n'est pas un cascadeur lui, ni un spécialiste de ce genre d'exercice, eh bien Agostinho a concédé beaucoup de temps. On peut dire qu'il déçoit Agostinho, c'est une des déceptions de ce Tour de France. Oui, alors Bernard Giraud, je vais vous demander peut-être de vous porter à la hauteur de la voiture de Jacques Godet qui doit suivre ce groupe-là, puisque on voudrait bien savoir... Oui, attendez, on va retrouver l'homme qui est parti, mais est-ce que vous pourriez demander à Jacques Godet où se trouve Michel Laurent? Parce qu'il était quand même 7e au classement général ce matin, il n'est pas dans ce groupe. Agostinho, on sait depuis maintenant 48 heures qu'il ne marche pas, mais Laurent est-il vraisemblablement en train de faire sa place? Ce sera intéressant de le savoir. Alors, est-ce que Jacques Godet a l'information à vos côtés? Donc pour l'instant, je ne suis pas à côté de Jacques Godet qui est devant avec les échappés ainsi que Félix Lévitan. Je suis à côté des voitures de commissaires. Et là, les coureurs n'ont pas en point de mire un homme qui s'est détaché, mais plutôt ils sont en train de rejoindre l'Espagnol qui était parti tout à l'heure, c'est-à-dire Fernandez, l'autre Fernandez. Oui, vous pouvez nous renseigner sur l'écart de Laurent, s'il vous plaît, Bernard? Oui. D'accord, et on va quant à nous retrouver vraisemblablement maintenant la tête de la course, Raymond Poulidor. Alors, ce sont des hommes battus que nous accompagnons ici, des hommes qui, et Bernard Hinault le disait hier, n'ont pas fait la course pour eux, mais uniquement pour la deuxième place. Il s'est élevé contre cette façon de courir de ses adversaires, et seuls aujourd'hui, De Wolf et Bernardo, qui ne l'oublions pas, sont devant, avec l'Espagnol Fernandez, même en retard au classement général est très important, pourront prouver qu'eux ne s'abaissaient pas devant la suprématie de Bernard Hinault. Oui, je crois que c'est surtout la façon de Lucien Van Impe qui est assez surprenante, car Lucien Van Impe a l'air de se promener littéralement dans les ascensions, et il ne tente rien. Et même dans la poursuite de l'arrière, là, on voit que personne ne veut prendre la responsabilité d'organiser la chasse. Et on voit très bien que ces hommes courent pour la deuxième place, c'est-à-dire c'est à celui-là, celui-ci qui essaiera de tirer un peu le travail de son adversaire. Et je crois profiter. Et je crois que Lucien Van Impe a peut-être eu tort d'adopter cette position, car il avait peut-être des chances de pousser Hinault dans ses derniers retranchements, bien qu'il soit à l'abri de toute surprise. Alors en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Van Impe avait une chance surtout, Raymond Poulidor, d'accrocher définitivement aujourd'hui cette deuxième place du classement général, à laquelle il tient beaucoup, en plus de son maillot. Mais il a déjà affirmé depuis longtemps dans les colonnes des gazettes que ce qui l'intéressait aujourd'hui, c'était uniquement dans ce Tour de France, la conquête du maillot à pois. Une démission quand même, on peut le dire, on peut employer le mot. Van Impe était l'un des seuls à pouvoir accompagner Hinault vers les sommets, et finalement, il se complaît maintenant dans ce rôle de leader de la montagne. Il est pratiquement assuré de garder ce trophée jusqu'à la fin du Tour de France, et c'est un peu dommage. Il manque de personnalité, on le savait depuis longtemps, Van Impe. Il a fallu que Guimard vienne à ses côtés pour qu'il gagne le Tour de France. Oui, on s'est aperçu que lorsque Van Impe a été sous la coupe de Guimard, il a gagné le Tour de France, et il aurait pu très bien réaliser le doublé l'année suivante. Il a commis peut-être une erreur tactique, mais il aurait pu très bien réaliser ce doublé. Et alors que cette année, personne n'attendait Lucien Van Impe, il s'est avéré un des concurrents les plus efficaces dans la montagne. Et je crois qu'il a manqué un peu d'audace, sinon il aurait pu inquiéter Bernard Hinault. Ça lui ressemble, oui, un manque de caractère du côté de Van Impe. Est-ce que vous avez l'information sur le groupe Laurent Agostinho, Bernard Giraud? Oui, eh bien, il serait à plus de 6 minutes du groupe Bernard Hinault. Et donc, du groupe De Wolf. Donc, aujourd'hui, une journée sans pour Michel Laurent. C'est un petit peu son problème. Il n'a pas la constance nécessaire et suffisante, Michel Laurent. Alors qu'il y a des démarrages dans le deuxième groupe avec Martin et Van Impe. Mais là aussi, on se dispute un petit peu. Il y a des anicroches là. Les coureurs joignent le geste à la parole, car chacun ne prend pas toutes les responsabilités, ou plutôt se rejette les responsabilités. Tout à l'heure, nous avons vu un coureur qui était lâché. C'est Juan Fernandez qui était donc dans l'échappée initiale avec Bernardo. Et là, il a été rattrapé, littéralement avalé par le groupe Van Impe, Alban Sosemen, et aussitôt distancé. Je crois qu'il est en train de payer les efforts précédents, alors qu'il nous reste encore 9 km avant l'arrivée. Voilà, Bernard, je vous signale que seuls les 6 derniers kilomètres sont difficiles, que nous avançons
rejoint maintenant le groupe de tête avec Bernard Hinault, De Wolf, qui confirme décidément le grand De Wolf, vainqueur du Tour de Lombardie l'an dernier, qui est venu dans son premier Tour de France. Regardez ce coureur longiligne, dont on a dit qu'il ne faisait pas très bien son métier de coureur cycliste. Roger Delamain qui lui a rendu service en venant le voir dans sa chambre en Belgique en lui disant il faut que tu apprennes à souffrir, pense De Wolf, comme ça tu deviendras peut-être un jour un très très grand coureur. Et De Wolf a décidé de continuer dans son Tour de France avec l'intention au début d'abandonner, mais il a continué et il a réussi à faire mieux que une moyenne prestation dans les différentes ascensions. D'après ce qu'il nous a montré, De Wolf, depuis 3 jours maintenant, depuis Morzine, l'Alpe d'Huez et aujourd'hui vers le Plenay, on peut considérer que c'est l'un des Belges qui est susceptible de se placer le mieux dans un futur Tour de France quand il aura acquis l'expérience vraiment. Oui, bien sûr, car De Wolf, on peut dire d'ores et déjà que De Wolf est le coureur type du Tour de France, car on disait qu'il manquait de courage, qu'il manquait d'ambition. On a dit aussi qu'il était trop beau, il plaisait beaucoup aux femmes et que par conséquent il avait tendance à délaisser un petit peu son métier de coureur cycliste. Oui, on a dit cela aussi, mais je pense que De Wolf a prouvé dans ce Tour de France qu'il savait faire son métier et qu'il savait souffrir. Et il serait étonnant qu'aujourd'hui De Wolf ne participe pas pour la victoire d'étape, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas tout pour essayer de gagner cette étape. Et je crois que le parcours, cette fin d'étape lui convient très bien. Et si Hinault ne réussit pas à se débarrasser de Wolf, il aura peut-être du mal à le battre au sprint à l'arrivée. Enfin, ça serait aussi un peu pour l'anecdote cette victoire ici au Plenay, car l'essentiel du travail est maintenant fait et les 3 hommes ne veulent plus être rejoints. Dernier pointage, 2 minutes 32 secondes. De Wolf, l'un des plus actifs à mener dans cette échappée royale, on peut le dire, puisqu'il y a De Wolf, un Bernaudot retrouvé. Bernaudot qui a très mal franchi les Pyrénées, qui a eu des problèmes ensuite pour trouver exactement le rythme dans les courses contre la montre et qui là semble très facile aujourd'hui en accompagnant Bernard Hinault. Et Bernard Hinault, vous avez vu tout à l'heure, l'accompagner du bras en lui demandant de prendre les relais, et ce qu'il a fait. Écart confirmé 2,32. Bernard Giraud sur un peloton toujours aussi résigné et toujours aussi compact à l'arrière. Non pas résigné. Oh, écoutez, il ne mène pas beaucoup, hein. Quand même, l'allure s'est un petit peu accentuée depuis tout à l'heure et Martinez a bien du mal à conserver le contact. Alors, il y avait Perret qui était revenu dans ce peloton, mais qui vient d'être distancé. Là, il faut dire que la route descend. C'est un petit peu l'un des paradoxes de ce final, c'est-à-dire qu'il y a un classement du meilleur grimpeur. On l'a constaté d'ailleurs plusieurs fois aujourd'hui au cours de l'étape, c'est que parfois le classement du meilleur grimpeur était fait dans la descente. Là, ça redescend avant de remonter pour les 10 derniers kilomètres où se fera la décision. Et toujours en tête, j'aperçois la carcasse déhanchée de Robert Albon. Alors on va demander à Gilbert Aragon de montrer maintenant l'image du deuxième peloton, mais vous savez qu'il faut que notre hélicoptère puisse se porter à la verticale de ce deuxième groupe avant de vous en proposer l'image sur notre écran. Alors on va peut-être dans quelques minutes être avec vous Bernard Giraud au cœur de ce deuxième peloton pour voir si vraiment on met un peu de cœur à l'ouvrage, parce qu'à part Willem tout à l'heure, c'est savoir même si ce n'était pas un faux train, on n'a pas vu beaucoup d'ardeur, on n'a pas vu Van Diem devant, on n'a pas vu Nilsson, on a vu Martin certes à un moment un peu plus nerveux, il y avait, répétons-le, Chassant, il y avait Winen, Ginazzi, Jones, Van de Velde, etc. Dans ce groupe. Tiens, à propos, je ne sais pas si j'ai aperçu Jones, il a dû être vraisemblablement décramponné. Cependant que le groupe Laurent, aux dernières informations, est à plus de 6 minutes du trio de tête, Bernaudot, Hinault, De Wolf. Dans l'ordre ici, De Wolf, Hinault, Bernaudot. Qu'est-ce qu'on a mis comme braquet aujourd'hui ça monte pas tellement, cette ascension de Plenay. C'est pas terrible sauf les 6 derniers kilomètres, non. Même les 6 derniers kilomètres ne représentent pas un pourcentage énorme. Belle 20 ans. Je crois que 20 est largement suffisant, oui, pour cette fin d'étape. Mais c'est surtout le 8e qui représentait un fort pourcentage. Les 5-6 premiers kilomètres, je crois qu'il fallait le 24 temps. Beaucoup de coureurs ont adopté le 24 temps pour le début du 8e. Mais ensuite, peut-être que les coureurs ont changé de braquet en cours de route. En tout cas, ils montent ici tranquillement. Une route, rassurez-vous, ce n'est pas une étape de plat, c'est bien une ascension que nous vivons, mais vous le voyez vous-même, les pourcentages ne sont pas très très importants et on peut dire qu'ils sont restés aujourd'hui, à part l'ascension des Huitelles, aussi bien sur le col des Mouilles que sur celui de Barrios, presque tous sur une denture beaucoup plus importante que celle qu'ils avaient adoptée hier pour l'ascension de la Madeleine, du Glandon et de l'Alpe d'Huez. Un petit tour en hélicoptère. À l'arrière, c'est dans le lac pour ceux qui accusent maintenant un retard de 2 minutes 32 secondes et on va justement revoir à l'arrière le travail peut-être de Willems qui semblait le plus actif à la tête du peloton et surveiller aussi les démarrages de fin de course. Voilà Bernard Giraud, on est à l'arrière avec vous. Jean-Michel ?
Oui, on a la vue sur l'arrière là. Oui, 2 minutes 30 avec en tête Widman qui est suivi par Alban, Van Imp, Anderson, Whelan, Martin, Lotemel, Van de Velde, Willems, Dinazzi, Nilsson. Il y a également Demink, Chasson, Alberto Fernandez, Whelan, Didier, le luxembourgeois coéquipier de Bernard Hinault, Criquelion, Van Overschel, Bazo, Skeppers et Martinez. Voilà, vous avez la composition. Alors que là vous voyez Criquelion, Van Overschel, Bazo, Skeppers et Mariano Martinez. Vous avez la composition complète de ce groupe. Bernard, avec toujours Willman à 2 minutes 30 secondes du trio de tête. Je me trompe ou Martinez, il a l'air un peu juste? Ah oui, il est un peu juste. Tout à l'heure, il m'a fait la grimace en passant près de moi et il fait l'accordéon, comme l'on dit. Hein. Heureusement, il y a des petits replats, des petites descentes qui lui permettent de se refaire une santé. Car depuis tout à l'heure, il est dans les dernières positions. Mais vous savez, c'est un peu le style de Mariano Martinez. Oui, hein. c'est vrai. Il est toujours un petit peu là en demi-teinte. Et puis c'est un peu aussi l'agence Tablinski de son époque. Il donne l'impression de ne pas être en forme et puis tout d'un coup, il vous part sous le nez. Hein. Jean-Michel, oui. 2 minutes 25 secondes et le groupe comprend 20 unités. Je peux les récapituler si vous voulez, mais je pense que là maintenant nous les avons complètement. Oui. Attendez, on peut les revoir peut-être avec la moto. Oui, voilà, Martinez est là. Attendez, voilà, je les vois ici. Par l'arrière. Attendez Bernard, parce que ici je pense que notre moto-caméra nous permet de suivre plus facilement qu'avec la moto son. Et on va revoir effectivement ceux qui emmènent à l'avant ici avec Robert Alban, avec Tinazzi. Ah, une pente qui devrait aussi favoriser Tinazzi, Raymond Poulidor, parce que ce n'est pas très accentué. Et Tinazzi aime bien monter avec un grand développement. Alors Tinazzi, dans son style caractéristique, on dirait qu'il est vraiment assis sur sa machine, lui. Hein. Tinazzi ici qui emmène, avec Van Imp en deuxième position. La moto va s'aider un petit peu décramponnée. Il se retourne pour savoir si quelqu'un est prêt pour le prendre le relais. Alban, dans son style caractéristique, en deuxième position. Est-ce que Bamban va faire quelque chose? C'est pas impossible, car lui aussi se bat pour la deuxième place. Il vient de regarder les caméras. Van Imp qui est là, très facile. Van Imp, juste derrière, il y a Criquelion, il y a Vinem. Et on était en train de détailler le groupe là. On revient sur le groupe de tête maintenant avec Bernodeau et Hinault. Est-ce que De Wolf est toujours avec les deux hommes? Je ne sais pas, on va en avoir confirmation tout de suite. En tout cas, ça vous paraît une ascension du peloton très dynamique, ça, Raymond Poulidor, où vraisemblablement les hommes resteront avec cet écart de 2 minutes 30 sur le groupe de tête? Je ne pense pas maintenant qu'ils puissent reprendre du terrain aux hommes de tête, car derrière Alban est seul à assurer la poursuite avec Tinazzi qui est très efficace. Mais on voit très bien que Hinault est tout seul. Hinault est tout seul, oui. Et il est parti. Oui, Jean-Michel est parti à 50 mètres derrière. Attendez Bernard Giraud, puisque pour l'instant il se passe des choses en tête. Hinault est parti, Bernodeau n'est plus là. Est-ce que notre caméra pourrait aller voir Bernodeau qui a vraisemblablement été lâché? Le voilà là-bas. Ainsi que De Wolf qui a fait les frais le premier d'une attaque d'Hinault. Alors pour l'instant, donc Hinault est parti pour une victoire d'étape ici. Décidément, aujourd'hui c'était la journée de Bernard Hinault, comme annoncé d'ailleurs. Comment se retrouve Bernodeau à 50 mètres du champion français, un petit peu à l'arraché ici avec la bouche grande ouverte, et il ne peut pas augmenter la cadence. Il aperçoit ici à droite Bernard Hinault qui a démarré un lacet plus haut et il ne pourra pas revenir. On se demande même si Bernodeau ne sera pas repris tout à l'heure par le peloton qui va être, n'en doutons pas, secoué d'attaque lors des derniers kilomètres. Bernodeau est là, la caméra va se retourner, on va peut-être voir encore De Wolf maintenant. Laissons Bernodeau, on retrouvera les deux hommes de tête tout à l'heure. Pour l'instant, De Wolf serait pratiquement à 1 minute, c'est-à-dire en complète déroute. Voilà, De Wolf qui est là, pas tout à fait 1 minute, il est à 60 mètres, oui, à 60 mètres de Hinault, alors que Bernodeau est à 30 mètres. Regardez De Wolf qui s'est accroché, qui a fait, attention, sa part de travail, ne l'oublions pas aujourd'hui, dans la poursuite derrière Bernodeau en compagnie d'Hinault. Et voilà De Wolf qui a un petit peu, peut-être, tiré un peu trop sur la machine aujourd'hui, et il a bien du mal. Sur les premières difficultés, il faut le préciser, les 6 derniers kilomètres de l'ascension, il a bien du mal en regardant où se trouvent Hinault et Bernodeau qui l'accompagnaient tout à l'heure, encouragé par Roger Svers à gauche, à augmenter son allure. Et il aura peut-être aussi du mal à ne pas être repris par les véritables escaladeurs qui sont à l'arrière, maintenant à peu près 2 minutes de De Wolf. On va remonter pour voir ce qu'on pourrait appeler la chevauchée fantastique, Raymond Poulidor, de Bernard Hinault devant. Bernard Hinault maintenant, je crois, envisage la victoire d'étape, c'est certain, et je crois pour lui qu'il voulait absolument remporter une étape des Alpes. Hier il a fait un travail énorme, il a attaqué dès le col de la Madeleine, il a fait beaucoup d'efforts,
C'est pour cette raison qu'il a accusé une certaine fatigue lors de l'arrivée d'Alpe d'Huez. Et aujourd'hui, Bernard Hinault a pris une éclatante revanche. Il n'a pas attaqué dans le col de l'Huitel. On aurait pu penser qu'il attaquerait ici. Il a surpris ses adversaires dans le col des Moules. Et je crois qu'il n'a pas attaqué dans l'Huitel, c'est qu'il a voulu peut-être conserver ses équipiers avec lui. Il a pensé à Bertin, qui était régulièrement lâché parmi les premiers. Et il a voulu éviter l'élimination à son équipier. Voilà donc la réponse de Bernard Hinault à ceux qui avaient pu dire qu'il courait un petit peu à la Jacques Anquetil dans ce Tour de France, dont Raymond Poulidor. Et Bernard Hinault vous a répondu, il faut le préciser, par voie de presse aussi. Façon de courir à la Jacques Anquetil, c'est-à-dire un petit peu à l'économie. Mais hier, théoriquement, Bernard Hinault voulait l'emporter le 14 juillet. Finalement, ce sera le 15 juillet, puisqu'il est parti maintenant pour une victoire d'étape, n'en doutons pas, qu'il ne peut plus être menacé. Au dernier écart, on avait Bernodeau à 13 secondes et De Wolf à 16 secondes. Je vous propose, Bernard Giraud, maintenant de vous porter à la tête peut-être de la course pour faire en notre compagnie des écarts sur Bernard Hinault et Bernodeau sur la fin de parcours. Et tant pis pour le peloton que nous avons vu tout à l'heure escalader. On est à 3 km du sommet. Maintenant, la course est jouée. Premier de l'étape, on peut l'annoncer, Bernard Hinault. Une très très belle bataille, en tout cas sur un parcours extrêmement sélectif, très nerveux. Une route sur laquelle il a fallu prendre des risques aujourd'hui. Et celui qui a pris le maximum de risques et qui a remarquablement dosé son effort et qui finalement est en train également, Raymond Poulidor, de prendre sa revanche sur ses adversaires, puisque c'est lui qui a assuré tout le travail depuis que nous sommes dans les Alpes ici. Bernard Hinault en avait assez d'avoir des sangsues dans les roues. Il a décidé de démarrer. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, c'était une étape qui lui convenait, c'est-à-dire une étape pour l'attaque, une étape qui fait 134 km. Et je crois que Bernard Hinault, s'il n'avait pas pensé, je me répète en disant à ses équipiers, il aurait certainement fait la décision dès l'Huitel. Mais peut-être qu'il a agi aussi par surprise, c'est-à-dire ses adversaires ne pensaient peut-être pas qu'il allait attaquer aussi brutalement dans le deuxième col. C'est ce qu'il a fait et il a pris 30 secondes, 1 minute. Et ensuite ses adversaires se sont démobilisés à l'arrière, c'est-à-dire on a pensé à la deuxième place. Et c'est ce qui est en train de se produire à l'arrière, c'est-à-dire Alban a peur du contre de Van Nim, car Alban et Zotemek sont justement pour cette deuxième place. Ils ont peur du contre de Van Nim. Ils ne veulent pas faire l'effort pour lui et c'est réciproque de la part de Van Nim. Voilà, donc on vous l'a dit tout à l'heure, 2 courses dans cette étape. On protège à l'arrière une deuxième place, sélection du contre. Et là, c'est évidemment Van Nim, Alban et Zotemek qui se surveillent, sans oublier Demi. Et à l'avant, Bernard Hinault, parti pour remporter de très très belle façon. Réponse à ceux qui l'accusaient de ne pas avoir assez de panache. Parti pour une très très belle victoire au Plenay. Son écart sur le deuxième du classement général ce matin était de 9 minutes 39 sur Van Nim. Si ça continue, il aura ce soir 11 minutes, pourquoi pas 12 minutes et pourquoi pas ensuite 15 minutes à l'issue du contre-la-montre de Saint-Priest. C'est ce que tout le monde pensait en début de ce Tour de France. Mais ce n'est pas pour ça que ce fut facile pour Bernard Hinault. Il a fallu être là tous les jours. Il a fallu aussi surnager après une petite défaillance et de surmonter cette défaillance hier sur les pentes de l'Alpe d'Huez, bien compréhensible quand on sait le travail qu'il avait fourni auparavant, et maintenant complètement retrouvé. Bernard Hinault a démarré quand il a voulu après avoir rejoint Bernodeau en tête de la course. Bernard Giraud, vous êtes vraisemblablement avec Bernodeau ou avec Bernard Hinault et vous connaissez les écarts. Oui, je suis derrière Jean-René Bernodeau là, qui a connu un passage difficile tout à l'heure mais qui semble bien se reprendre maintenant. Il compte 35 secondes de retard, 35 secondes de retard sur Bernard Hinault et oui, merci, la Moto 2 est à l'antenne, on vient de me signaler, mais pour l'instant nous sommes avec Jean-René Bernodeau et derrière De Wolf, lui est à 50 secondes de Bernard Hinault et le peloton est toujours pointé aux alentours de 2,20, 2,15 à peu près par rapport à Hinault. Un peloton qui bien sûr diminue à l'arrière, mais vous savez les principaux candidats à la deuxième place sont toujours groupés. Je crois que le classement d'ailleurs de cette étape sera premier, Hinault deuxième, Bernodeau troisième, De Wolf, car je crois là aussi que De Wolf est à l'abri d'un retour du peloton. Nous avons mis assez longtemps pour le rejoindre. Oui, s'il faut préciser, alors que nous allons remonter vers l'avant, Bernard Giraud, et que vous aurez peut-être les impressions de Cyril Guimard qui accompagne Bernard Hinault, c'est que pour l'instant, Bernodeau est quand même en train de faire une bonne opération, non seulement de se
rapprocher de la tête du tableau, du classement général, mais également peut-être de devenir le premier homme de chez Maurice Demuer en tête du classement général, puisque Laurent étant à la déroute, Bernaudot qui était, on peut dire, le deuxième fusil de cette équipe, Laurent étant le premier au classement général 7e, Bernaudot 11e, et bien Bernaudot va se retrouver aujourd'hui premier de son équipe au classement général, ce qui justifierait un peu le fait d'avoir été engagé par Maurice Demuer en début d'année. Oui, il sera évidemment très loin de Bernard Hinault, mais je crois que tous les espoirs que Maurice Demuer avait placés en Bernaudot peuvent être justifiés aujourd'hui, bien que Bernaudot ait eu des hauts et des bas, mais il a prouvé dans cette étape alpestre, la dernière, qu'on pouvait compter sur lui et que tous les espoirs lui étaient permis pour l'avenir. Il est en train de limiter les écarts. Il sait qu'il ne peut pas monter aussi vite que Bernard Hinault. Il monte, non pas à sa main, un peu plus vite qu'à sa main, mais il essaye de préserver cette deuxième place. Ça se sent sur l'image. Oui, puis il a été très actif aujourd'hui. Il a fait beaucoup d'efforts et c'est normal qu'il accuse peut-être un léger passage à vide et puis il a affaire à un Super Hinault aussi. Alors Super Hinault, en tout cas, c'est Cyril Guimard qui va être content, Bernard. Oui, effectivement, 32 secondes d'avance pour Hinault par rapport à Jean-René Bernaudot. Je suis aux côtés de Cyril Guimard. Nous avons pu lire aujourd'hui dans l'interview que vous avez accordée à Noël Quedel qu'on allait s'amuser aujourd'hui. Alors tout est confirmé. Ça sourit pour vous. Oui, bien sûr. Je crois que la troisième étape de montagne, tout le monde commençait à avoir très mal aux jambes. En plus, c'était un parcours, il y a un véritable parcours de combat avec aucune phase de repos et c'était, je crois, le meilleur terrain possible. Cette fois, Bernard Hinault a pu s'exprimer comme il l'entendait, c'est-à-dire sans emmener les autres avec lui, sans servir d'entraîneur finalement à tout le reste du peloton et gagner cette victoire qui va apporter beaucoup de panache, même je sais que ce panache parfois il est contesté, apporter beaucoup de panache à son succès dans le Tour de France. Oui, enfin, le panache, il faut d'abord savoir ce qu'est le panache, il faudra peut-être le définir. Je pense que Bernard, lorsqu'il fait l'étape qu'il sait hier, même s'il ne gagne pas, il l'a fait avec beaucoup de panache. Anderson, qui s'est énormément battu hier, s'est battu également avec beaucoup de panache. Le panache ne veut pas dire que toujours que l'on gagne. En tout cas, une victoire d'étape dans la montagne, cela consolide et donne une certaine crédibilité à une victoire dans le Tour de France. Oui, non, mais je ne crois pas que Bernard en avait spécialement besoin pour démontrer que sa victoire est crédible. Même s'il n'en avait pas besoin, on ne peut que la saluer, cette victoire qu'il est en train de construire et que maintenant l'écart est de 35 secondes entre Bernard Hinault et Jean-René Bernaudot. Et puis, certaines personnes auraient pu dire, oui, Bernard Hinault a gagné son Tour de France simplement avec des contre-la-montre par équipe et des contre-la-montre individuels. Et aujourd'hui, il est en train de gagner un vrai Tour de France et c'est sans doute là l'enseignement le plus important. Il ne reste plus que 500 mètres pour Bernard Hinault qui va remporter cette étape. Oui, je vous propose maintenant de vous hisser au sommet pour bondir sur le micro HF de façon à recueillir ces impressions de Bernard Hinault à chaud. Et quant à nous, nous avons fait un petit pointage qui confirme ce que vous venez de dire, à savoir au passage au dernier kilomètre, il y avait exactement 30 secondes d'écart entre Bernard Hinault et Bernaudot. Je dois également vous préciser que si nous avons pu aujourd'hui vous présenter cette émission, c'est grâce non seulement à la SSP, mais grâce aussi à un travail fantastique des amis techniciens de la SSP, puisqu'un des quarts de l'Eurovision est tombé en panne et que malgré cet incident, on a pu vous montrer ces images. Voilà donc l'arrivée triomphale ici de Bernard Hinault. L'étape qu'il recherchait, eh bien il la trouve sur les pentes du Plenay avec peut-être un jour de retard sur un terrain en tout cas tout à fait à sa contenance, comme l'a précisé Cyril Guimard. Et le vainqueur des Champs-Élysées est là, le premier au Plenay. On ne pourra plus dire c'est le deuxième Français à remporter une victoire d'étape. Je vais déclencher mon chronomètre au passage. On ne pourra plus dire que ce sera à l'économie. Stop pour Bernard Hinault, donc vainqueur de cette étape, alors que Bernaudot est lui aussi dans le faux plat près de l'arrivée, que le chronomètre a été déclenché et qu'il doit théoriquement accuser un retard d'une trentaine de secondes. Bernaudot qui a sauvé les meubles comme l'on dit, qui a été l'un des héros lui aussi de cette journée, partant tout d'abord en éclaireur avec Fernandez, rejoint par Bernard Hinault et De Wolf à 20 km de l'arrivée, accompagnant Bernard Hinault pendant les 10 premiers kilomètres d'ascension et trouvant résister à l'accélération du Breton lorsqu'elle se produisait à 5 km du sommet. Voilà pour Bernaudot qui a encore perdu un peu de temps. Stop pour Bernaudot, 32 secondes. Deuxième Bernaudot, 32 secondes. Le troisième, n'en doutons pas, sera De Wolf. Et il faudra suivre ensuite. On va demander peut-être maintenant à notre caméra d'aller se porter, notre hélicoptère d'aller se porter au-dessus du premier groupe, c'est-à-dire du groupe en Nîmes, de façon à voir les attaques fusées dans ce peloton que nous avons suivi un moment tout à l'heure. Le troisième sera De Wolf avec plus d'une minute de retard, mais en tout cas De Wolf fera également aujourd'hui une bonne opération au classement général, ne l'oublions pas,
deux hommes, Bernodeau et De Wolf, qui vont se rapprocher et peut-être effacer au classement général Wellens et Nilsson qui les précédaient. Pour l'écart de Wolf, ce sera aux environs de 1 minute 40 secondes à mon avis. Paul Constantini est là avec sa caméra qui vous permet de suivre les résumés filmés de l'étape. Vous saurez tout ce soir à 19h45 sur TF1 sur cette journée fantastique que nous avons vécue. De Wolf arrive maintenant, je vous l'ai dit, une 30 à peu près pour De Wolf. Top De Wolf, une 26. De Wolf, troisième de l'étape. Lui aussi un grand bonhomme, peut-être prend-il conscience qu'il pourra un jour terminer dans les 3 premiers du Tour de France. Il n'en avait pas l'impression au début du Tour de France. Il n'a jamais été aussi loin dans l'effort. Et si l'hélicoptère peut revenir en arrière, on verra les attaques des derniers kilomètres avec la sélection pour la 4e place. Est-ce que Van Impe, car là c'est intéressant, merci. Là voici cette image, la moto ne va pas être loin maintenant, où l'hélicoptère nous montre peut-être l'ascension de Van Impe et des autres, c'est-à-dire Nilsson, Martin, Zotmel. N'oublions pas qu'il y a une très belle gare pour la 2e place entre Van Impe et Alban ici, séparés par un peu plus d'une minute d'écart. En tout cas pour la 4e place, ça va être à mon avis Van Impe qui sprinte le premier avec le plus petit braquet comme d'habitude, avec maintenant 2 minutes 13 de retard, 2 minutes 14, un peu plus loin Van Impe, Zotmel avec Dynamique qui s'accroche et Criquelion, j'ai bien l'impression pour la 8e place. Martinez, Alban n'est pas loin non plus, Martinez qui sprint, et c'est Dynamique comme annoncé tout à l'heure, qui va terminer à la 4e place à 2,32 devant Van Impe, Martinez, Nilsson, Zotmelk et Alban. 2,32 à mon chronomètre. Derrière, il y aura encore Criquelion en compagnie de Winen ici, alors que Martin a été lâché. Et Wellens également. Top pour Wellens, 2,51 en compagnie de Martin, juste derrière. Et puis Anderson qui arrive à 2,55 avec Van de Velde et De Muick. À 2 minutes 58 arrive Alberto Fernandez. À 3 minutes, Criquelion avec Didier et Winen. La ligne d'arrivée, nous appelons donc 3 minutes. J'ai dit tout à l'heure, Jean-Pierre Jeunet, 2 minutes 33 pour le groupe Van Impe. Finalement, ils n'ont rien repris à Bernard Hinault. Et on peut considérer, alors que maintenant, il va y avoir l'arrivée de Thaler, nord de Chassans, ici, à 3 minutes 22 secondes de Chassans. On peut considérer que le peloton n'a rien repris à Bernard Hinault. Mais si Bernard Hinault n'avait pas attaqué, peut-être l'écart aurait-il été moindre. Oui, bien sûr, puisque c'était à cette arrivée, on ne pouvait pas faire des écarts considérables, car le pourcentage n'était pas très important. Et en plus, l'étape était courte. Et comme il y a eu une ascension du 8L, le col de... Ici, attendez, l'arrivée de Willman en 3,44. Et puis l'arrivée de Léo Wellens qui va arriver à 3,49. Cependant qu'il y a également Juan Fernandez, l'un des héros aussi de cette journée, et qui a franchi la ligne avec 3 minutes 56 de retard. Oui, un écart qui n'a pas été modifié. Oui, bien sûr, et comme le col de 8L s'est monté au train, c'est-à-dire tout le peloton était ensemble au sommet, que l'étape était courte, tout le monde pouvait se présenter dans un état de fraîcheur en bas de l'arrivée. Voilà l'arrivée ici de Verlinden avec 4 minutes 15 de retard. Verlinden, je surveille quant à moi toujours l'arrivée alors que Bernard Hinault est sur le podium. Le visage habituel qu'il nous montre depuis quelques jours reste languissant. Un tour maintenant gagné, n'en doutons plus, mais il le fut de très belle façon encore aujourd'hui sur les pentes du Planet. À 4 minutes 31 surgit Van Overschelde de Nordis en compagnie de Bazo. Et ensuite on va voir arriver maintenant, on va surveiller l'arrivée de Laurent qui doit se trouver quelque part dans les derniers lacets et qui aura été l'un des malchanceux de cette journée. Si l'on consulte les premiers du classement général, sachez qu'ils sont presque tous arrivés sauf Laurent. Et c'est le seul qui manque à l'appel dans les 15 premiers, de même que Rodriguez. Jones franchit la ligne avec 4 minutes 56, 4 minutes 54 pour Jones. Exactement. Et comment fait-il pour récupérer de cette façon? Ça surprend toujours les téléspectateurs de voir ainsi un homme qui vient de fournir un effort et qui 2 minutes après présente un visage comme s'il venait de quitter son lit. Vous savez, lorsqu'on est satisfait, lorsqu'on a accompli une bonne performance, on oublie vite, beaucoup plus vite la fatigue que lorsqu'on a subi un échec. Et puis un athlète qui est en très bonne condition récupère très rapidement. Alors que Jacques Michaud, qui a fait une belle escalade, ma foi, une belle course aujourd'hui, l'un des régionaux, non pas de cette étape, mais de l'étape qui nous amenait vers Morzine, follement applaudi par le public. Jacques Michaud arrive avec 5 minutes, près de 50 secondes de retard sur Bernard Hinault. Oui, Bernard Giraud. Oui, je suis aux côtés de Bernard Hinault, là, qui
a encore quelques fleurs là et qui a complètement récupéré, qui les offre ici pour remercier tous ceux qui l'ont soutenu. Bernard, cette victoire, certains l'attendaient, en tout cas elle remet les pendules à l'heure et je suppose qu'elle vous fait énormément plaisir. Je vais vous demander de dégager devant la caméra, s'il vous plaît. Pardon. Voilà. Une victoire qui fait plaisir. Bah, effectivement, j'ai fait deuxième au Canadais, j'ai fait deuxième hier et je pense que avec un maillot jaune ne pas gagner une étape, je crois que dans montagne ça aurait été vraiment dommage. Cette fois vous n'avez pas gagné ni comme Antine ni comme Merckx, vous avez gagné comme Hinault. Bah, j'ai gagné comme j'ai pu, je pense qu'il y avait devant deux gars et il fallait les rattraper. Alors j'ai attaqué plusieurs fois puisque Jean-François a eu une petite défaillance et il n'a pas pu suivre Jean-René, autrement peut-être que je serais resté derrière avec les autres pour ne pas troubler la course qui était devant. Qu'est-ce qui vous a fait attaquer simplement peut-être une petite critique auparavant ou bien le fait que Jean-René Bernaudot ait attaqué lui-même? Non, je crois que c'est la volonté de gagner. Je crois que je suis un professionnel et de temps en temps il faut remettre les choses au point. Alors là j'ai voulu gagner pour mon équipe et je pense que c'est normal. Maintenant Bernard, ce tour il est gagné. Il est gagné, on n'est pas encore rendu à Paris. Je pense qu'il y a une bonne partie de fait, mais il faut toujours être vigilant et il faut attendre Paris pour dire ce qu'on a gagné. Et ce qui nous surprend, c'est votre état de fraîcheur. Là, tout de suite après la ligne d'arrivée, finalement, on a retrouvé un grand Hinault, même si parfois certains pensaient que vous n'aviez pas tout vos qualités, par exemple dans l'étape de Roubaix. Tout le reste, c'est bien passé quand même. C'est à vous de juger. Hein. Moi, je pense que je me connais bien et je sais ce que j'ai à faire. Alors moi, je lis la presse aussi, et puis finalement, je constate qu'avec plus de 10 minutes d'écart maintenant au classement général, la victoire est incontestable et pratiquement incontestée. Ben, je crois que dans ce domaine, comme aujourd'hui dans la montagne, il n'y a pas 36 solutions. Je crois que celui qui est le plus fort, qui a la plus de volonté pour attaquer 10 fois, 15 fois, ben, c'est celui qui bat et c'est celui qui gagne. Maintenant, Bernard envoie la vie en jaune jusqu'à Paris, avec un contre-la-montre encore favorable. Effectivement, il y a un grand contre-la-montre, 46 km, c'est très long pour certains coureurs et je crois que le fait de les harceler un peu tous les jours, ça leur éviter de récupérer, et surtout, je pense, après... Bernard, vous n'êtes pas rasé aujourd'hui, c'était pour garder tout votre influx nerveux, pour justement avoir toute la concentration voulue. Ça, c'est de la belle blague, je crois. Hein. Faut pas croire que parce qu'un courant ou un athlète ne se rate pas, que ça garde un peu nerveux. Je pense que surtout avec la transpiration toute la journée, avec des maillots qui sont quand même assez durs au col, ça fait des irritations au cou et on est obligé de se raser. Pour moi, personnellement, je suis obligé de me raser le soir d'avant pour pas avoir trop de problèmes et trop de boutons. Voilà, toutes les explications. Mais c'est surtout la victoire que l'on retiendra et non pas ces dernières explications de Bernard Hinault, qui de toute façon, je crois, avait l'intention de marquer cette étape et d'y mettre un point d'honneur. Bernard, n'oubliez pas de demander à Bernard Hinault de venir nous rejoindre au cœur de la tribune tout à l'heure. Et puisqu'il nous reste maintenant 1 minute, on va voir le classement de cette étape, ici noté par Jean-Pierre Jeunet, et qui nous permettra d'avoir une idée seconde par seconde des dégâts provoqués par Bernard Hinault. Donc en 4 heures, 16 minutes et 48 secondes pour Bernard Hinault. Bernaudot est à 32 secondes, De Wolf à 1,26, 4e Guinazzi à 2,33, 5e Van Dien, 6e Martinez, 7e Nilsson, 8e Zotmel, 9e Alban, 10e Willems à 2 minutes 51, 11e Martin, 12e Didier à 2 minutes 55, 13e Deming, Anderson, pardon, oui, derrière Martin c'est Anderson. Il a l'écriture du docteur Jean-Pierre Jeunet. Van de Velde arrive derrière. Oui, c'est Deming qui arrive derrière Anderson. Van de Velde, Criquelion à 3 minutes, Chassan à 3,22, Winen à 3,43, Fernandez à 3,50, Verlinden à 4,13, Bazo à 4,31, Van Overschelde, Jones à 4,54, Michaud à 6,02, Rodriguez à 7,06, suivi de Kelly, Friou et l'Espagnol Martinez. Cependant que Vigneron arrive avec 7 minutes 59 secondes de retard. On va retrouver Bernard Hinault au cœur de la tribune face au Tour dans quelques secondes. Merci de votre attention, merci Raymond Poulidor. Encore une grande journée du Tour. On est bien en rythme comme ça. Hein. À tout de suite. Voilà le prix du fair play patronné par nos amis de Volbert, boyau et pneumatique Volbert, vendus sur les 5 continents, remettent le prix du fair play à Fons-de-Wolf. C'est bien ça, oui, c'est Fons-de-Wolf que nous avons actuellement sur le podium. Le vainqueur de Milan-San Remo du Tour de Lombardie, lauréat du Trophée Baracchi, Fons-de-Wolf,
qui prend place ainsi parmi les 10 premiers du classement général de ce 68e Tour de France. Il a prouvé qu'il passait plus que convenablement la montagne. L'arrivée de Gary Netman, de Luberding, de Dominique Arnaud. Hubert Arbe vient également de franchir la ligne d'arrivée. Au 4e spot, il sera exactement 68e Tour de France, organisation l'équipe Le Parisien Libéré avec le concours de nos amis du Dauphiné Libéré. C'est un patronage Merlin Méditerranée. Ce sont nos amis Guy et Bernard Merlin qui nous accueillaient ici au Pléné l'essai au terme de la 20e étape et en même temps, eh bien demain, nous tournerons le dos aux Alpes. Après les Pyrénées, les Alpes c'est terminé maintenant. 8 minutes, 20 secondes. 15 heures, 48 minutes, 30 secondes. J'en ai mis 10 coups avant de partir. Oui, tu veux partir. 15 heures, 48 minutes, 40 secondes. Je suis parti en race. Je suis parti seul. J'en ai mis un peu plus, mais j'ai vu qu'il n'y a pas. Au 4e, il sera exactement 15 heures, 49 minutes. Bien, sans trop savoir si vous pouvez recevoir ici les réflexions de ceux qui nous accompagnent, puisque nous avons invité de nombreux coureurs aujourd'hui à la tribune, et je dois vous préciser également qu'aujourd'hui nous avons eu quelques problèmes sur le plan technique parce que l'un des cars de la SFP a été victime d'un incident de route, l'un des essieux a cassé, si bien que les techniciens ont dû un petit peu en dernier moment tenter de trouver une solution pour vous permettre de vivre cette journée du Tour de France et en plus maintenant de pouvoir dialoguer avec nos invités. Alors j'ai à ma droite Jacques Boyer, le seul américain du peloton. On en parle beaucoup des américains dans le cyclisme moderne, qui fait un très très beau Tour de France, équipier par ailleurs d'un monsieur qui est en jaune que vous connaissez, que je n'ai pas besoin de vous présenter. L'une des révélations de ce Tour de France, on peut le dire, puisque depuis que nous sommes entrés ici dans les grandes difficultés, il accompagne toujours le peloton, c'est Dinazzi, et Dieu sait pourtant si avec son gabarit, il n'est pas réputé comme étant un grimpeur, c'est un Marseillais. Bernard Hinault, Bernard Giraud et Raymond Poulidor, nous allons pouvoir discuter de cette étape. Répétons qu'aujourd'hui, finalement, c'était un terrain idéal pour ceux qui avaient envie d'attaquer et que la grande surprise, ainsi que nous le disions tout à l'heure avec Raymond Poulidor, Bernard Hinault va nous répondre, la grande surprise, c'est de ne pas avoir vu une sélection se faire dès le col de Luitel, le col le plus difficile de la journée sur le plan des pourcentages. Et on s'est demandé avec Raymond Poulidor tout à l'heure si ce n'était pas un peu, étant donné l'étroitesse des délais aujourd'hui, pour protéger Bertin et lui permettre de rentrer dans les rangs, c'est-à-dire finalement de terminer au complet au sein de votre équipe, Bernard Hinault. C'est pour ça que ça n'a pas bougé dans le Luitel? Oh non, je pense que c'est surtout pour tous les coureurs. Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de coureurs qui avaient des intentions d'attaquer ce matin. Je crois que l'épreuve d'hier, qui avait fait quand même 230 km avec 3 bons cols, a laissé des traces. Et on a vu après, même après le Luitel, dans ces petits toboggans, que les coureurs avaient beaucoup de mal et que tout l'instant c'était scindé en plusieurs morceaux. Et quand il y a eu des attaques, le peloton a explosé de partout. Donc si c'était parti vraiment au pied du Luitel, il y avait déjà à ce moment-là au moins en haut, il y aurait eu presque 40 coureurs qui auraient été éliminés. Et il faut préciser également que finalement c'est après le Luitel, là où on n'attendait pas, que la première attaque sérieuse est venue de la journée, signée Juan Fernandez et Bernando, et ça a été à ce moment-là la débandade au cœur du peloton, puisque vous êtes sortis un peu après. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres attaques avant celle de Jean-René. Jean-René a été dans beaucoup d'attaques, mais mes équipiers aussi, et il est reparti avec un autre espagnol, donc qui est Fernandez. Et à ce moment-là, Jean-René il a fait la grosse erreur de larguer mon équipier. Alors après c'était à nous d'y aller. J'ai fait rouler 3 gars de chez nous qui ont très très bien roulé
pour limiter un petit peu, et puis moi j'ai attaqué après. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on a cru que Rodriguez allait revenir sur Bernaudot. Dans ce cas-là, vous ne seriez pas parti en contre-attaque derrière. Je serais peut-être parti en contre-attaque, mais beaucoup plus tard, et je n'aurais été pas pour la victoire, je ne pense pas. La grosse erreur de Jean-René, c'est d'avoir largué Jean-François. Hein. Mais finalement, Jean-François n'a jamais pu recoller à Jean-René Bernaudot et Fernandez. Enfin, un petit moment, et ensuite ils sont partis. Au moment où Fernandez est parti, Jean-François était presque avec lui. Et Jean-René est revenu de derrière, et quand il est arrivé sur Jean-François, il l'a flingué carrément. Il a été chercher Fernandez en oubliant Jean-François. Donc Jean-François a pris 50 mètres et il n'a pas pu boucher ce trou. Et après, il s'est relevé. Bernard Hinault s'était un peu annoncé dans la presse ce matin, en particulier dans les propos de Cyril Guimard, dans l'équipe, comme théoriquement, ce devait être une grande journée. Finalement, c'est un peu la revanche et la justification de vos propos d'hier. Ils sont tous là dans Marou. Vous avez dit, ça fait 3000 km que Wynette, le vainqueur de l'Alpe d'Huez, est dans Marou depuis le départ de Nice. Alors j'en ai assez de toutes ces sangsues, il faut que je fasse le ménage. Ouais, je pense que c'est pas vraiment ça, mais ça fait 2 étapes de montagne, de grande montagne où je fais deuxième. Alors j'espérais bien faire premier aujourd'hui. Donc comment vous expliquez la tactique de Van Impe? C'est vraiment une course pour la deuxième place derrière vous? Je crois qu'il y a un gros problème, c'est qu'il se retrouve quand même 10 coureurs en 4 minutes, et qui va prendre l'initiative de rouler sur Bernard Hinault alors que Bernard Hinault a 10 minutes d'avance. Alors chacun se regarde de très près, ne voulant pas faire l'effort pour l'autre, et c'est pour ça que le temps se prend comme ça. Il y a 2 Tours de France en ce moment, le vôtre tout seul devant, et derrière alors vraiment les grandes attaques pour la deuxième place. Mais je pense que ça se joue beaucoup comme ça actuellement. Jacques Boyer, vous avez découvert le Tour de France cette année et vous marchez remarquablement. Pour vous, votre travail principal, c'est uniquement d'aider Bernard Hinault, c'est bien ça, l'équipier. Oui, ça m'a fait très plaisir d'être dans l'équipe à Hinault et de l'aider, et puis de faire ce que je peux, qui est, des fois c'est pas beaucoup, mais j'aide quand je peux. Alors si on vous a invité à cette tribune face au Tour, c'est d'abord pour vous présenter, vous êtes l'un des meilleurs éléments de la nouvelle génération, vous êtes, ne l'oublions pas, et là je ne vais pas vous vexer, le 2e américain, le meilleur étant incontestablement Greg LeMond, en qui on voit votre ami Greg LeMond, qui n'est pas là, qui vient de gagner le Tour du Colorado, en qui l'on voit l'un des possibles vainqueurs prochains du Tour de France. Vous êtes d'accord avec ce raisonnement? S'il peut supporter un tour de 3 semaines, je ne sais pas, on verra bien. On verra, il est très jeune, il marche très bien, et on verra s'il marche bien. Alors ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les Américains cette année, Bernard Hinault, vous allez l'apprendre, mais on le sait déjà dans votre équipe, parce que, et vous et Cyril Guimard, vous prenez des cours d'anglais tous les soirs avec des cassettes. C'est que il y a une grève du baseball, il y a une grève du baseball actuellement aux États-Unis. Il fallait combler 2 heures d'émission tous les dimanches, et ces 2 heures d'émission sont consacrées depuis le départ du Tour de France au Tour de France que les Américains découvrent. Vous avez déjà quelques échos sur la façon dont le Tour de France est reçu là-bas, outre-Atlantique? Je pense que le public commence à bien connaître le vélo à cause de ça, et pour nous, même les Européens, c'est déjà une bonne chose, parce que ça va rapporter des sponsors depuis les États-Unis en Europe, et puis je pense que c'est vraiment le commencement du début du vélo aux États-Unis. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement les sponsors, c'est surtout des Américains qui viendraient faire du vélo et qui viendraient essayer de taquiner les Européens, parce que sur le plan sportif, les Américains sont quand même là. Je pense qu'il y aura beaucoup d'autres Américains qui vont venir en Europe, et puis je pense aussi qu'il y aura beaucoup de courses aux États-Unis qui seront très intéressantes pour les Européens d'aller faire des déplacements, les faire. Oui, et ce qui est aussi étonnant aux États-Unis, c'est qu'on pratique surtout le vélo à l'ouest, du côté de la Californie là-bas, parce qu'à l'est il y a un peu trop de neige, pendant 6 mois c'est difficile. Je pense que les 2 endroits les meilleurs, c'est les côtes est et les côtes ouest, les 2 côtés. Bernard Giraud, je vais vous demander de nous entretenir de Tinazzi ici, qui est vraiment la révélation. On en parlait aussi avec Raymond Poulidor. Non pas la révélation, la confirmation. Quand il a été champion de France, on s'est dit tiens, une drôle de course encore. Et puis là aujourd'hui, depuis le début du Tour, on s'aperçoit qu'il avait justifié ce maillot de champion de France, c'est bien ça? Et en plus, on est plutôt étonné de le voir comme grimpeur et bien arrivé dans une étape de montagne. Mais il y a quelques jours, Marcel m'avait dit, j'étais passé 2e dans les Dolomites d'un Tour d'Italie, n'est-ce pas? Oui, à l'étape de Dolomites, non. Du moins, j'avais fait 3e à l'étape de Dolomites, remporté par Moser et devant Contini. Nous avions passé 2 cols, un en 2003 et un en 2004. Mais enfin, en 77, j'ai quand même couru avec Raymond, j'ai fait le Dauphiné. Et en haut du granier et d'autres cols, j'étais passé en tête avec lui et je pense qu'il doit s'en souvenir. Est-ce que vous avez un tour qui vous convient là? On dirait que au fil des étapes, vous vous améliorez un petit peu pour justement compenser les défaillances d'Agostino, votre coéquipier. Mais disons que cette année,
je suis dans un contexte différent des autres années. Je suis retourné avec Jean de Gribaldi dans l'équipe Saint-François. Bon, c'est une petite équipe, mais enfin, disons que je suis à l'aise, surtout psychologiquement. Donc j'ai envie de pédaler, j'avais envie de faire un beau Tour de France. C'est pour ça que je m'accroche les bretelles, comme on dit. Bon, et la forme est bien en courant, mais il n'y a pas de secret. En faisant le métier... j'ai lu dans la presse. Ah ben disons que il y a 3 courses sur 10 qui vraiment m'intéressent. Et de toute façon, j'ai pas le caractère à faire le métier 8 mois de l'année à fond. Ça, je ne peux pas, psychiquement. Vous êtes un petit peu le Marcel Pagnol du peloton. Ah, mais c'est-à-dire, comme disait de Gribaldi, si tu avais été belge ou hollandais, tu aurais été champion du monde. Mais seulement, voilà, tu es marseillais. Marcel, on a dit, j'ai lu dans la presse, je ne sais pas si vous l'avez vrai, vous allez peut-être le confirmer ou l'infirmer. Est-ce que vous allez devenir coéquipier de Bernard Hinault l'an prochain? Non, pas du tout. Je pense que il s'est trouvé que quelquefois, j'ai roulé pour moi en premier. Bon, et disons que les journalistes ont interprété comme un coup de main à Bernard, mais avant tout, je faisais ma course. De toute façon, oui, en même temps, je faisais la course d'Agostino. Enfin, disons, je suis très bien chez Saint-François et je ne pense pas que je quitterai. Agostino a subi plusieurs défaillances. Comment pouvez-vous les expliquer aujourd'hui? Je vous signale qu'il s'est retrouvé dans une cour de ferme. Vous êtes tout à fait à l'écart du parcours. Une cour de ferme? Il s'est trompé. Il a raté un virage. Oui, il a eu un petit problème. Il a raté un virage. Oui. Non, mais comment peut-on expliquer sérieusement ces contre-performances, car il est un petit peu déçu? Je pense qu'il y a 2 facteurs. D'abord, en premier lieu, il a été affecté par l'abandon de Mendes en début de course du côté de Bordeaux. Et en plus, bon, je pense qu'avec l'âge, quand même, il n'a plus le même répondant que l'année passée. Il avait tout joué sur le tour et il s'est avéré qu'il a buté un peu dans les Alpes. Il a perdu le moral. Bernard Giraud, vous êtes bien là parce que j'ai lu dans la presse que Bernard Hinault était un petit peu vexé d'avoir entendu et lu que Raymond Poulidor avait déclaré et qu'il courait à la Jacques Anquetil. Alors c'est le moment de vous expliquer tous les deux. Je vais vous donner à chacun un micro. Vous êtes l'arbitre au milieu, Bernard. Raymond Poulidor, dimanche, on a pu dire, c'est vrai, que Bernard Hinault courait à la Jacques Anquetil un peu. Moi j'ai dit ça. Oui, c'est ce que j'ai lu dans la presse. Parce que quand vous parlez, j'entends pas tout, moi. Non, mais je voudrais bien avoir des preuves et je voudrais bien être en présence de ce journaliste qui a écrit que j'avais dit que Bernard Hinault courait comme Jacques Anquetil. Ce n'est pas du tout la vérité. Bernard Hinault a sa façon de courir. Et je crois que d'ailleurs Bernard Hinault, hier, dans la grande étape de l'Alpe d'Huez, a justement été victime de son tempérament. Il s'est laissé emporter. Il a fait le ménage très tôt dans la Madeleine, car il ne voulait pas subir les attaques de ses adversaires avant d'attaquer l'Alpe d'Huez. C'est-à-dire il aurait peut-être dû laisser partir des adversaires qui auraient abordé l'ascension de l'Alpe d'Huez avec plusieurs minutes d'avance. Il ne l'a pas voulu, mais il a été victime de son tempérament, justement, dans cette ascension de l'Alpe d'Huez. Et j'avais toujours dit que Bernard Hinault, pour moi, s'il devait porter une grande attaque d'envergure, il la porterait aujourd'hui. Et Bernard Hinault, s'il n'a pas attaqué dans le Huitel, je ne sais pas, il a peut-être voulu ménager ses équipiers, car il a eu peur d'envoyer beaucoup de monde à la maison, mais je crois que l'étape d'aujourd'hui était idéale pour une attaque de grande envergure, comme Bernard Hinault a l'habitude de les porter. Il a porté aujourd'hui, il a peut-être surpris ses adversaires en la portant pas à l'endroit où ses adversaires pensaient qu'il allait la porter. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs qu'il s'est dégagé assez facilement du peloton, mais après plusieurs attaques quand même. On peut dire qu'Hinault a gagné à la Hinault, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tiens, je vais vous apprendre des choses parce que vous ne connaissez pas encore les écarts, Bernard. Non. Alors, Hinault, 4h, 16 minutes 48 secondes. Bernaudot, 32 secondes. Lâché dans les 2 derniers kilomètres. C'est l'écart pratiquement au dernier kilomètre qui est maintenu. De Wolf à 1,26. Il en a pris un petit coup derrière les oreilles, comme l'on dit. Mais il a fait aujourd'hui beaucoup de travail avec vous dans la poursuite pour revenir sur Bernaudot. Tinazzi à 2,33. Bravo, monsieur Tinazzi. Van Imp, Martinez, Nilsson, Zoutmelk, Alban, toujours à 2,33. À 2,51 arrive Willems en compagnie de Martin. À 2,55 Anderson, De Muink, Van de Velde. À 3 minutes Criquet-Lyon. À 3 minutes 22 Chassant. Winen à 3,43. Fernandez à 3,50. Verlinden à 4,13. Bazo à 4,31. Van Overschel, etc. Au classement général, Hinault possède désormais 12 minutes 11 secondes d'avance. Vous voyez qu'on se dirige vers le quart d'heure dont on a parlé depuis longtemps. 12 minutes 11 secondes d'avance au classement général sur Van Imp, 13 minutes 21 sur Alban et 15 minutes 08 sur Zoutmelk, 4e, 5e Deming, 15,53,
6e Winen 16,47, 7e Criquet-Lyon 18,32, 8e Bernaudot qui devient ce soir le premier homme de l'équipe Peugeot. Il est 8e à 18,35, 9e Nilsson 19,12, 10e De Wolf à 20,20. Laurent aujourd'hui a pris un retard de 15 minutes 29 secondes, il est très loin au classement général et désormais il faudra voir dans la course deux courses, celle d'Hinault contre la montre. Il les a un petit peu fatigués aujourd'hui, ses adversaires. Il devrait encore creuser un écart à Saint-Priest. Et la deuxième course, ce sera Van Nim-Palban. 1 minute 10 les sépare pour la deuxième place du Tour de France. Merci messieurs, merci d'être venus. Bravo l'Amérique et en espérant voir de nombreux autres coureurs américains venir et essayer de taquiner, pourquoi pas les meilleurs Français qui sont là. Bravo, au revoir. Thank you.